Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Je suis toujours ravie d'être là à Saint-Dié pour représenter le dessous des cartes. Je reconnais certains qui étaient déjà avec nous ce matin pour notre atelier. Très heureuse aussi d'animer maintenant cette conférence que Victoria Caps, que l'équipe du Festival de Saint-Dié a intitulée de façon très large « La guerre en Ukraine 7 mois après ». Il se trouve qu'on tient ce débat à un moment très particulier puisque Vladimir Poutine vient d'achever son grand discours et est toujours en train de le tenir, ce discours au cours duquel il acte l'annexion, le rattachement à la Russie de ces 4 régions, Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson, avec un discours qu'on prendra le temps sans doute de lire et d'analyser tout à l'heure. Delphine Papin pour Le Monde et moi pour le dessous des cartes, en ce sens qu'il va encore plus loin. Il franchit une étape supplémentaire dans ce qu'on va appeler, pour aller vite, le narratif russe, et sur lequel on va revenir, et dans une version alternative des faits et de la vérité, puisqu'à l'occasion de ce discours, j'ai pu juste entendre comme ça des bribes tout à l'heure, il accuse désormais l'Occident de vouloir faire de la Russie une colonie. Voilà. J'ai très envie, évidemment, de donner la parole en premier à Ivan Savchuk, que je remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes géographe ukrainien, chercheur à l'Université de la Défense nationale d'Ukraine à Kiev. Votre spécialité, c'est la géographie économique. Vous poursuivez aujourd'hui vos recherches en France. Vous êtes arrivé en avril dernier, oui, je crois, avec votre famille. Et vous allez profiter de ce séjour forcé, mais néanmoins ce séjour en France pour poursuivre vos travaux et analyser notamment les conséquences de la guerre en Ukraine. Vous allez avoir l'occasion, bien sûr, de nous en parler, mais je voudrais préciser que vous avez mené des travaux tout à fait passionnants et j'ai aussi envie de vous entendre sur le sujet, sur le fameux pont de Crimée, ce fameux pont que Vladimir Poutine a inauguré en 2018 et qui arrime physiquement la Crimée à la Russie. Pont évidemment stratégique, puisqu'il est au-dessus de la mer d'Azov, cette petite mer stratégique, puisqu'elle ouvre sur la mer Noire, avec ce fameux détroit de Kertch, dont vous allez sans doute nous parler. Et vous avez eu l'occasion de dire que pour vous, il s'agissait d'une infrastructure d'empire totalitaire, et vous avez justement analysé ce que ça signifiait, une infrastructure d'empire totalitaire. On va avoir l'occasion d'y revenir. Avec vous, et je suis très contente parce qu'en fait, on ne se connaissait pas et on se rencontre aujourd'hui, donc on est ravis de se rencontrer. Delphine Papin, bien sûr que vous devez connaître si vous venez régulièrement à Saint-Dié, qui dirige le service cartographie du Monde et qui, et c'est pas la peine de relever, où on va si encore relever le travail absolument extraordinaire que fait son équipe au Monde pour cartographier l'actualité, pour raconter le monde en carte, ce qui évidemment est un sujet qui m'est cher. Et puis avec nous également aujourd'hui Cédric Gras, écrivain voyageur, mais vous aussi, vous avez mené des études de géographie, vous connaissez très bien cet espace post-soviétique que vous avez sillonné. Je crois que vous étiez encore en mars dernier en Transnistrie, si je ne m'abuse. Et en Ukraine également, et on aura votre regard à vous sur ces espaces que vous connaissez bien, votre regard aussi sur la façon dont Vladimir Poutine bouleverse cette cartographie. On en parlera avec vous dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre, en fait, tous les trois, sur là où vous en étiez, à la fois dans vos vies et dans vos travaux, le 22 février dernier, lorsque précisément la guerre s'est invitée dans vos vies, particulièrement vous, bien sûr, Ivan, lorsque la guerre de territoire, la guerre à l'ancienne, a fait son grand retour au cœur de l'Europe et au cœur de votre vie. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Parce que j'ai travaillé dans l'université de défense de l'Ukraine et j'ai fait là quand même les cours de géostratégie. Et maintenant, je veux vous proposer pour vous et pour le public de répondre à la question où les Russes vont-elles s'arrêter? Et vous avez la réponse à cette question? Oui, peut-être. Je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que quelqu'un peut-être peut venir nous... Ah, ça y est, ça marche. Ici, vous pouvez le voir, la situation géopolitique avant de guerre et le modèle successif qui permet de comprendre les idées de tous les deux côtés du conflit que nous avons maintenant. C'est avant tout, on peut s'indiquer les couloirs stratégiques
que les Russes désirent toujours et confirment toujours d'importance, de valeur énorme, et qui peut être une des questions pourquoi la guerre est éclatée entre deux pays. Et ici, c'est mon idée du plan de guerre initiale que la Russe désire de mener en Ukraine. Et ici, on a indiqué quand même les objectifs principaux, parmi lesquels il y a la première idée de prendre par la coupe Kiev, changer le gouvernement. On fait ça dans le bref délai de 3-4 jours maximum, ce qui permet après de faire la présentation du nouvel gouvernement, et que c'est le facteur accompli qui permet comme ça de régler la situation vite. Et après ça, il y a les autres objectifs qui ici on a indiqués. Parmi eux, c'est créer les couloirs stratégiques entre les Crimée et Donbass. Et l'autre chose importante, c'est l'ouverture du canal qui lie le Crimée du parc du lac de Kakhovka, ce qui explique pourquoi jusqu'à aujourd'hui il y a les batailles féroces dans cette zone à la sud. Mais comme vous savez, la guerre qu'on a prévue dans le cabinet n'est jamais réalisée comme on a fait dans les fantaisies. Oh, merci. Et ici, quelques idées qui permettent de comprendre comment les Russes font-ils la guerre. Avant tout, c'est aucune stratégie. Parce que du début, en réalité, ils pensent d'une intervention spéciale, spéciale военная операция. Ils veulent réaliser les mêmes choses qu'a fait les pouvoirs occidentaux dans les siècles avant, quand on a changé le gouvernement de tel ou tel pays hostile. Et puis, l'autre chose importante, qu'il n'y a pas qu'une bataille maritime ou aérienne, c'est qui ne permettent pas d'être le coupe décisive dans les guerres. Et les autres, vous pouvez les voir. Et puis, on peut voir comment changer la situation pendant la guerre quand, avant la guerre, c'est 7,1% du territoire national dans les frontières internationales reconnues ont été occupées par les Russes avant la guerre. C'est, disons, la guerre avant la guerre, on peut dire comme ça. Et dans le maximum que les troupes russes ont réussi, c'est de s'occuper de environ 23% du territoire ukrainien. Et c'est d'après des tentatives de prendre le Kiev et puis la retraite de force qui est liée avec les accords qui ont réalisé à l'époque. Je vous prie pour le prochain. Et après, maintenant, après les contre-offensives de Kharkiv, nous avons la situation que presque 20% du territoire reste encore sous occupation russe. Et après ça, il faut poser les questions où il veut s'arrêter. Et j'ai présenté ici les traces des anciennes frontières qui étaient avant, que la Russie en a mis dans les régions du sud de l'Europe orientale, ce qui permet de comprendre qu'il y a le limite bien fixé sur les frontières avec l'OTAN, qui maintenant la Russie ne veut pas traverser, et ça permet de comprendre jusqu'à quel but il peut arriver. Je vous prie du prochain. Ici, dans la carte, on a présenté, on peut le voir que avant l'offensive du Kharkiv, la ligne du front est totalement très liée avec les frontières anciennes avant l'éclatement de la guerre du Nord, qui Poutine toujours indiqué comme la guerre modèle pour la Russie, et puis toutes les guerres qui ont mené après la Catherine II, ce qui permet d'englober la majeure partie du territoire de l'Ukraine dans l'Empire, et puis les guerres qui ont mené l'Union soviétique pour faire aller jusqu'à la frontière actuelle de l'OTAN à l'ouest de l'Ukraine. Et dans le futur, on peut avoir les idées de petits modèles qui permettent de comprendre là-haut, c'est la situation qui désire la Russie, qui est l'occupation totale de l'Ukraine, de créer un État intégré dans l'espace russe, jusqu'à l'idée inversée qui veut les Ukrainiens que l'Ukraine adhère à l'OTAN et à l'Union européenne.
et les situations qui peuvent être réalisées entre ces deux cas extrêmes de cette guerre qui, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu aucun signal du désir de le fermer ou de faire les tentatives de pour parler, pour trouver la solution de guerre. Merci. Merci pour cette présentation, Ivan. Alors, en effet, on sait bien depuis le début à quel point Vladimir Poutine connaît par cœur les cartes, justement, et comment la cartographie, en fait, est à la source d'un projet qui remonte à il y a déjà bien longtemps, avec notamment, d'ailleurs, au-delà des frontières ukrainiennes, la volonté de s'appuyer toujours sur des minorités russophones. On a beaucoup parlé ces derniers mois, on s'est souvenu de ce qu'avait été le scénario géorgien, notamment. Vous l'avez très bien rappelé, il y a eu différentes étapes dans cette guerre poutinienne depuis février dernier. La volonté d'abord, en effet, de renverser un régime, de violer les frontières d'un État souverain, d'en renverser le régime. Et puis le plan ne s'étant pas déroulé tout à fait comme prévu, il y a eu ensuite ces différentes offensives, à la fois sur le sud, autour de la région d'Odessa, de la mer Noire, et puis bien sûr sur le Donbass, avec cette volonté de connecter au fond ces deux espaces ukrainiens. Bon, désormais, il y a une autre stratégie qui est l'annexion nouvelle de ces 4 territoires ukrainiens en plus de la Crimée, et les dernières nouvelles d'il y a quelques minutes, cette volonté affichée désormais de Vladimir Poutine de rouvrir des négociations. Qu'est-ce que cela va donner selon vous? Quelle peut être la réponse de Volodymyr Zelensky dans cette nouvelle configuration où la Russie vient d'annexer 4 nouvelles régions ukrainiennes? Hier, officiellement, le gouvernement ukrainien et le président de l'Ukraine ont donné la réponse qui n'accepte jamais n'importe quel résultat du référendum en virgolette qui a réalisé par les forces russes sous la pression des citoyens ukrainiens qui restent à le territoire temporairement occupé. Et en plus, on a déclaré officiellement le but de cette guerre qu'il faut restaurer les frontières qui étaient avant de l'annexion de Crimée. Donc, et le chef d'état-major d'Ukraine a déclaré que c'est le but définitif de l'armée ukrainienne dans cette guerre. Il a dit qu'après ça, il faut réfléchir comment il faut défendre l'indépendance du pays. Merci en tout cas infiniment pour cet exposé de vos travaux et votre témoignage très précieux aujourd'hui et assez étonnant compte tenu de ce qu'on est en train de vivre par ailleurs presque en temps réel en essayant de suivre ce qui se passe du côté du Kremlin. Delphine, toi aussi tu as une riche actualité aujourd'hui à Saint-Dié puisque c'est une présentation presque en exclusivité de cet atlas géopolitique de la Russie qui condense, qui concentre mais avec une actualisation tout le travail cartographique que vous réalisez au monde pour suivre cette guerre qui ne se comprend que par les cartes. J'aimerais bien justement avoir ton regard sur la façon dont la cartographie s'est réinvitée de façon souveraine dans le traitement de cette guerre. Alors au monde, l'importance de la carte n'est pas nouvelle, au-dessous des cartes non plus, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la carte ressurgir absolument partout, sur les chaînes d'information continue, ça. Juste nous dire ce que ça a changé, vous, dans votre mode de fonctionnement au service Carto du Monde. Alors pour faire le lien entre ta première question et la deuxième, à savoir où on en était entre le 22 et le 24 février, au moment où les troupes russes envahissent l'Ukraine, on est au moment des élections en fait en France. Et donc nous, de notre côté, au service Cartographie du Monde, on est en train de préparer ce moment électoral français. Donc on a un service qui est composé de 18 personnes et tout notre regard est concentré sur ces élections. Et tout à coup, on apprend que les troupes russes, alors que, pour être tout à fait honnête, dans le journal, même les plus grands éditorialistes et qui sont aussi des gens qui ont été en poste à Moscou dans des moments plutôt stratégiques en 1991, etc., nous disaient non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on n'était pas du tout en train de regarder et de fabriquer des cartes, voilà. Et donc la première carte qu'on a réalisée, elle sort le 24 février et on propose de donner à voir au lecteur l'ordre de bataille de Poutine. Et donc c'est intéressant que tu poses la question de comment nous, cartographes, on réagit. C'est effectivement une première guerre ou une guerre transnationale. Donc, qui met en jeu une frontière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas cartographié un conflit transfrontalier, transnational.
Et donc ça va nous obliger à penser une guerre qui est terrestre et en termes de vocabulaire cartographique à essayer de le raconter. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas... on en avait perdu l'usage. On en avait perdu l'usage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, comme on avait... on réfléchissait en fait à comment est-ce qu'on montre des flèches de conquête, etc. On est vraiment reparti sur des cartes qu'on a été de la Seconde Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Alors on a été plus vers les cartes de la première et de 1870. À la BNF, vous avez accès sur Internet à un certain nombre de cartes. Et donc on a été regarder qu'est-ce que les cartographes de 1870, comment est-ce qu'ils montraient les flèches, les offensives, les contre-offensives, etc. Et c'était un moment où moi je suis au journal depuis à peu près entre 12 et 15 ans, je crois, et j'ai passé un long moment à cartographier les révolutions arabes, et en particulier la Syrie ou le Yémen, et c'est des conflits où on n'avait pas accès à cette donnée. C'est fou la donnée qu'on a sur l'Ukraine. Là, tout est en open source, en fait, d'une certaine manière. Exactement. C'est une nouvelle façon de travailler. Si vous voulez, si je prends le comparatif de la Syrie, ce qu'il fallait vous expliquer à l'époque en tant que lecteur, c'était les différences d'acteurs sur le terrain. C'était déjà compliqué. Alors il y avait les chiites, les sunnites qu'on ne maîtrisait pas, que maintenant on maîtrise mieux, mais il y avait les forces gouvernementales, les Kurdes, l'État islamique. L'État islamique émergeait. Donc tout ça, on passait plus de temps sur les acteurs. Sur le conflit ukrainien, les acteurs, on les connaissait. C'était facile. En quelques secondes, vous aviez tout compris. Vous aviez compris l'OTAN. Voilà, ça faisait partie. Donc, c'est pas là-dessus qu'on s'est focalisé. Mais on s'est focalisé sur une nouvelle manière de raconter le territoire. On a repris tous les éléments de la géopolitique, à savoir comment Vladimir Poutine se représente sa cartographie de l'Ukraine. Tout le discours de Vladimir Poutine, il est cartographiable. Il a des références à des temporalités très précises qui ne sont pas forcément les temps sur lesquels les Ukrainiens s'arrêtent ou les temps sur lesquels... Donc on était vraiment dans la représentation géopolitique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de chercheurs, je pense notamment aux travaux d'Anna Colin-Lebedev, qui disent que la grande erreur, au fond, tactique et stratégique de Vladimir Poutine, c'est de ne pas avoir étudié l'Ukraine, de ne pas avoir lu les chercheurs ukrainiens pour comprendre tout ce qui s'était passé dans la psyché ukrainienne, la représentation du territoire, de la langue, entre 2014, date de l'annexion de la Crimée, et 2022. Ça, c'est peut-être... Ivan, et puis je vous donne la parole juste après, Cédric. Je peux dire que je pense qu'au contraire, il y a le problème qu'avant 2014, l'Ukraine n'a pas l'armée dans le sens contemporain. Ouais. C'est plutôt l'armée du parade que l'armée en vrai. Après la bataille du Donbass, le gouvernement en a pris grande décision. Et la chose plus importante, qu'il y a beaucoup de manœuvres ensemble avec les pays des OTAN, et avec les Américains, avec qui permettent de créer l'armée qui a l'expérience. Et si vous regardez la ligne du front actuelle, le système de fortification contre des villes de Donetsk, la capitale chef-lieu du Donbass, n'a jamais changé. Donc la stratégie de défense qui a créé l'Ukraine avant ce conflit permet de sauver même la vie et quand même sauver l'armée ukrainienne de l'encerclement qui est dans l'idée initiale. Parce que dans la Russie, il y a la folie de la Seconde Guerre mondiale, de glorification. Et si vous regardez leurs recherches, même cartographes, ils sont toujours basés sur les idées de la Seconde Guerre mondiale, du front, énorme front, d'intervention par les opérations tactiques qui permettent d'encercler. Et dans cette guerre, il n'y a pas aucun encerclement de tous les deux côtés. Nous n'avons jamais eu les informations officielles que tel ou tel grand groupe militaire sont été encerclés, ce qui permet d'expliquer que l'armée ukrainienne a la même capacité de défense ou plus supérieure que celle de la Russie, ce qui permet jusqu'à aujourd'hui de tenir le front.
Cédric, je vous donne la parole. Je l'ai dit, vous êtes géographe, vous êtes un géographe voyageur, ce qui n'est pas toujours le cas des géographes, mais vous voyagez, vous avez dirigé un certain nombre d'instituts français dans cet espace post-soviétique. Delphine rappelait à l'instant à quel point, au fond, tout le monde s'est trompé ou n'a pas voulu voir. Peut-être y a-t-il eu aussi une certaine forme de déni français, de déni occidental. Personne n'a vu venir cette violation des frontières de l'Ukraine. Est-ce que vous, avec votre connaissance peut-être plus de l'intérieur ou plus intime de ces territoires, vous aviez compris quelque chose que peut-être les Occidentaux n'avaient pas compris? Non, moi, j'avais aucune certitude, mais alors c'est vrai, j'étais à un dîner 3 jours avant avec le conservateur de l'exposition Choukine qui avait eu à la Fondation Vuitton et qui s'inquiétait beaucoup pour ses tableaux, et c'était la fin de l'exposition. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, il a dit « mais ils ne vont quand même pas attaquer ». Et je me suis entendu dire, alors que je l'avais dit à personne avant et je ne l'avais même pas pensé, je me suis dit bah, peut-être en fait. Parce que il m'a toujours semblé à la réflexion en fait que si on se met dans l'esprit de Poutine, c'était maintenant ou jamais. Il était évident, comme l'a rappelé Yvan, que l'Ukraine se réarmait depuis la défaite en 2014 et que plus la Russie attendait et plus ses rêves impérialistes auraient peu de chance d'aboutir. Enfin, cela dit, je vous dis ça, j'ai l'air de me vanter. Je l'ai dit une fois à un dîner comme ça, je me suis surpris moi-même parce que c'est tellement énorme. C'est déjà pas si mal. Et c'était tellement énorme, tout simplement. Et puis il y a eu, on a un peu oublié, mais ça revient justement avec l'actualité d'annexion de ces territoires. On a un peu oublié, mais 2 jours ou 3 jours avant l'invasion. Oui, l'autoproclamation de l'indépendance des 2 républiques. La reconnaissance, autoproclamation et reconnaissance. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça s'arrête là. Ils sont en train juridiquement d'avaliser quelque chose qui, en fait, est en état de fait depuis 2014. Peut-être expliquer pour les gens. En fait, il y a ce qu'on appelle Louhansk et Donetsk, mais à l'intérieur de ces territoires, voilà. À l'intérieur de ces territoires, 2 espaces qui se sont autoproclamés République autonome de Louhansk et de Donetsk. Et Vladimir Poutine, la veille de l'invasion des frontières de l'Ukraine, en a reconnu, en effet, l'indépendance. Qu'il n'avait pas fait en 2014, alors qu'il l'avait fait pour la Crimée. En Crimée, il y avait eu reconnaissance et annexion. Et pour les territoires autoproclamés du Donbass, enfin les républiques comme elles s'appellent, autoproclamées du Donbass, il n'y avait même pas eu, non seulement pas d'annexion, mais pas non plus de reconnaissance. Et d'ailleurs, les gens pro-russes, ceux qui étaient restés dans ces territoires, en voulaient beaucoup à Vladimir Poutine d'avoir annexé la Crimée, avec tout ce que ça évidemment sous-entendait de subsides, de retraite, de développement et puis aussi simplement de facilité de déplacement. Il lui en voulait beaucoup. Alors quand il a fait ça, fin février, je me suis dit, c'est peut-être en fait voilà, tout ça pour ça. Je me suis dit, voilà, ça doit être ça. En fait, il avalise un état de fait. Bon. Et puis finalement, c'était que le début au lieu d'être la fin. Voilà. Et alors, puisque vous arrivez à vous mettre, évidemment, j'imagine modestement, et comme dirait Michel Tchaïnov, dans la tête de Vladimir Poutine, comment vous jaugez, comment vous regardez dans sa logique à lui la situation d'aujourd'hui, au moment où nous nous parlons? Les Ukrainiens, d'ailleurs j'ai vu qu'aujourd'hui, un des représentants de la République populaire de Donetsk, comme elle s'appelle elle-même, a confessé qu'à Liman, qui est une ville clé là, à l'entrée de la région de Lugansk, eh bien, les forces russes étaient partiellement encerclées. Donc l'armée ukrainienne approche de territoires pour lesquels le narratif russe ne pourra plus grand-chose en termes d'argumentaire. Là, on rentre dans le dur. C'est-à-dire, on pourrait appeler ça peut-être les conquêtes incompressibles de Poutine. Si l'armée ukrainienne reprend pied dans la région de Lugansk, et si elle avance sur le front de Donetsk, Poutine est acculé. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'il se met à parler d'armes nucléaires, en expliquant que ça, voilà, maintenant ça fait partie de la Russie et ça sera défendu comme au même titre que le reste du territoire russe, que l'intégrité du territoire russe. Donc on rentre vraiment dans le dur. Maintenant, d'abord, je pense que l'armée russe ne va plus reculer aussi facilement qu'elle a pu le faire à Kharkov, même si ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ont joué dans du beurre. Hein. Bien sûr que ça reste à guerre et c'était une contre-offensive extrêmement réussie. Mais je pense que les troupes russes maintenant vont défendre plus âprement le Donbass, parce que le Donbass, c'est encore une fois une conquête incompressible pour le narratif du Kremlin. Et c'est aussi pour ça qu'il y a la mobilisation, c'est aussi pour ça que Vladimir Poutine se sent complètement acculé et il est pris au piège de son propre narratif, parce que le seul objectif clair dans le grand flou de cette invasion, c'était le Donbass. Et le Donbass, c'est ce dont il parle à chaque fois depuis 2014. Donc le Donbass, ça va être
vraiment C'est la l'enjeu région clé, je stratégique. pense. Je vous fais réagir dans un instant sur ce qui se passe. Est-ce que Vladimir Poutine perd la face, en effet, si dans le Donbass, il n'obtient pas ce qu'il a vendu d'une certaine manière au peuple russe, mais toujours pour rester dans ce narratif russe, ou presque, j'avais envie, en pensant à Hobbes et Olivier Torres, dans ce contrat qui a été signé d'une certaine manière, ce contrat symbolique signé entre Vladimir Poutine et la population russe, qui était « je rends la grandeur à la Russie, je restaure quelque chose qui a à voir avec la grandeur de l'Empire perdu et de l'ex-URSS, mais je vous laisse tranquille, ce n'est pas dormir braves gens, mais c'est consommer tranquille ». Et il avait promis au fond de ne pas réveiller le traumatisme de la première guerre de Tchétchénie avec cette mobilisation. Ce contrat-là, aujourd'hui, il est rompu en dépit de la mise en scène à laquelle on assiste aujourd'hui. Est-ce que comment vous regardez ce qui doit se passer à l'intérieur de cette population russe qui se retrouve mobilisée, entraînée dans ce conflit, ce qui n'était pas le deal de départ? Encore une fois, le Donbass joue un rôle clé dans l'adhésion au projet poutinien ou pas. Moi, j'ai quand même constaté, Ivan a montré la carte avec la première offensive de fin février, qui a laissé beaucoup de Russes dans un grand désarroi. Pourquoi on va à Kiev? Personne n'a jamais parlé de prendre Kiev. En revanche, quand en avril, Vladimir Poutine a dit « Non mais ça va, en fait, c'était diversion. » Je sais plus ce qu'ils ont dit. En fait, ce qu'on veut, c'est le Donbass. Moi, j'ai senti, de tous les contacts que j'ai en Russie, j'ai senti que là, il y avait adhésion. Le Kiev, non. Le Donbass, pourquoi pas? Donc, il y a quand même une adhésion des Russes à cet objectif du Donbass, comme il y a eu une adhésion de la population russe, même de l'opposition russe, à la Crimée en 2014. Donc, cette mobilisation, évidemment, elle déroute beaucoup, parce que d'abord, elle déroute pour deux choses. Évidemment, il y a plein de jeunes qui veulent pas aller se battre, ce qui ne veut pas dire qu'ils soutiennent pas la guerre. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que... Sauf qu'on ne leur parlait pas vraiment de guerre. Enfin, là encore, les mots voilà, c'est ce que je veux dire. La deuxième ouais. chose, c'est qu'ils tombent de haut. L'armée russe, c'était censé ne rencontrer aucun problème en Ukraine, pardon. Ils se sont vus beaux, tout simplement. Ils ont subi une défaite militaire assez humiliante. Ils sont en train d'apprendre à faire la guerre moderne. C'est dingue. C'est les Ukrainiens qui apprennent à la Russie à faire la guerre moderne. Parce que, Yvan le disait, ils sont dans une guerre du XXe siècle. Ouais. Et ils apprennent à faire la guerre du XXIe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont complètement défaits, parce qu'évidemment, les ressources de la Russie sont importantes. Alors, merci pour cette transition toute trouvée. C'est ça qui est vraiment intéressant, en effet, c'est que depuis le début de ce conflit en Ukraine, alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où, au fond, on renouait avec une guerre à l'ancienne, avec une guerre de territoire, et donc on avait le sentiment, d'une certaine manière, d'un voyage dans le passé. Et en réalité, au fur et à mesure, on a compris l'importance qu'aurait aussi la guerre de l'information dans cette histoire, le rôle extraordinaire joué par les vidéos de Volodymyr Zelensky dans la mobilisation d'une opinion publique mondiale ou du moins occidentale. Au fond, est-ce que vous diriez qu'on est dans une superposition de toutes les périodes de la guerre, de tous les arts de la guerre, c'est-à-dire une guerre de territoire, une guerre à l'ancienne, certes, mais également toutes ces guerres hybrides qui l'ont précédée? Le cyber a évidemment son importance, le numérique et l'information, là encore, évidemment aussi. Oui, c'est important. Il faut dire que l'Ukraine a bien compris l'importance de la guerre informatique parce qu'en 2015, on a créé l'armée spéciale cyberarmée, le secteur spécial de son armée. Et donc, il y a toujours cette guerre informatique qui ne cesse jamais. Et en plus, il faut souligner qu'en Ukraine, ce qui est vraiment important et qui permet de stopper, on peut dire comme ça, maintenant les troupes russes, c'est qu'on a on a réussi, partiel, de préparer les officiers du haut grade en manière de OTAN. Donc, ils pensent au contraire du modèle soviétique. Parce que le modèle soviétique, on dit que si tu veux gagner la guerre, tu dois avoir 3 fois plus des forces humaines et matérielles dans les axes décisifs pour détruire les fronts et en prendre l'objectif prise. Aussi pourquoi Poutine maintenant on a proposé cette mobilisation partielle, parce que si on calculait l'armée active qui est sur le front, maintenant de côté c'est égal, c'est 150 000 personnes. Si maintenant on a augmenté, ce n'est pas augmenté dans toute cette ligne de plus de 1000 km, mais il faut trouver dans certains lieux qui est important pour les troupes russes leur objectif. Et selon moi, il préparait
par un mois, ils doivent attendre leur contre-offensive parce que ça permet, tous ces jeunes hommes qui en ont pris, il faut de transporter les reçus immenses, il faut de préparer, de donner certaines armes, et puis le reçu, comme cette mobilisation partielle, a réussi à résoudre leurs problèmes internes. Ouais. Si vous regardez les cartes où on a pris plus de gens, c'est toutes les minorités nationales. Ouais. Donc, on a pris les jeunes hommes qui permettent comme ça de tuer même les tentatives du séparatisme, on peut dire, comme ça, ou des idées d'autonomie, certaines autonomies plus grandes que maintenant. Et puis, on prend les gens du village. Pas de grandes villes. Ouais. Moscou et Saint-Pétersbourg n'ont pas donné... Oui, il y a une très grande inégalité dans la mobilisation des... On peut dire dans la forme du roman ancien que c'est l'impôt du sang qui payait les ethnies qui sont intégrées dans la Russie actuelle. Et puis on prend en général le fils des paysans parce que c'est celle-ci capable de subir la vie dans le front. Ouais. Il ne faut pas expliquer comment il faut tuer les vaches pour aller à manger. Parce que si on prend les gens citadins, il faut le faire beaucoup d'épreuves avant qu'ils puissent faire les services militaires. Et puisqu'il est vrai qu'au fond, dans cette guerre, on a accès à énormément de sources, et c'est aussi une guerre d'images. C'est vrai qu'elles sont très spectaculaires. Delphine, c'est ce différentiel d'images entre des vidéos qui nous parviennent de Moscou. C'est une vidéo qui a été postée hier où on voit un restaurant très branché au cœur de Moscou. On n'y voit que des femmes. Ce qui interroge, même si on sait qu'en effet, comme vous l'avez dit, Ivan, les moscovites sont peu enrôlés. Et il y a ces vidéos terribles qu'on a pu voir dans des casernes au Daghestan. On l'on voit de jeunes mobilisés pleurant, hurlant et se faisant invectiver de façon extrêmement violente par des soldats russes. C'est aussi une guerre d'images, c'est une guerre de vidéos, c'est une guerre de cartes. Et Delphine, pour préparer cette rencontre, tu me disais qu'en fait, les gens fantasment beaucoup de choses sur vos cartes et te disent régulièrement, mais tu dois être informé par les services secrets pour pouvoir cartographier tout ce que tu cartographies, alors qu'en réalité, non. Explique-nous comment tu travailles, comment nous travaillons. J'aimerais beaucoup faire partie des services secrets, mais non. Oui, c'est une guerre qui est... C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la Syrie, en vous disant qu'on avait cartographié les acteurs, et que là, c'était une guerre très différente. Pourquoi c'est une guerre très différente ? Parce qu'on a un nombre de données qui nous parviennent, et qui sont des données en open source, c'est-à-dire que vous, dans la salle, vous êtes capable, sur Google, d'avoir accès à ces images, avoir accès à ces statistiques, puisque pour une part ce sont des images satellites ou de radars qui sont accessibles sur des sites libres de droit, et en fait nous, ce qu'on permet de faire, c'est de trier cette donnée-là et de vous la donner plus aisément à lire. Mais c'est vrai que c'est une guerre qui doit être compliquée à faire sur le terrain, puisque en temps réel, à peu près en temps réel, on est capable de cartographier l'avancée des troupes, s'ils ont pris ou pas le pont, s'ils ont passé le fleuve, où est-ce qu'ils en sont par rapport à telle usine, etc. Et toutes ces données-là, ce n'est pas des données qu'on a accès. Pourquoi on a accès à ces données-là ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on est à proximité de l'Europe, c'est-à-dire qu'au journal Le Monde, par exemple, on a entre 4 à 6 personnes qui sont en permanence en Ukraine, qui sont arrivées par la Roumanie, qui sont arrivées par la Pologne. Ça veut dire que c'est des accès qui sont très rapides. Ce n'est pas la même chose quand vous allez sur le terrain malien ou si vous allez dans les Kivu en RDC, où il n'y a qu'une seule façon d'arriver sur le territoire. Donc déjà sur le terrain, on a des yeux. Et quand je vous dis il y a 4 à 6 journalistes du monde, c'est que vous imaginez ce que ça signifie à l'échelle du Royaume-Uni. C'est une rédaction, donc c'est un rendez-vous de journalistes aussi en Ukraine, sur place. Donc on a vraiment des yeux sur le terrain. Et puis on a des yeux parce que l'Internet a tenu. Vous êtes dans un pays où Internet est complètement couvert. Tout le réseau Internet a tenu, n'a pas été coupé, et il y a un très bon réseau sur tout le territoire. Donc ça veut dire qu'on a à la fois aussi des traces numériques qu'on peut utiliser, nous, en tant que cartographes. Et évidemment, on a les données satellites. Au début, on avait des nuages, donc on ne voyait pas bien. C'était au mois de mars. Et puis, on a utilisé des radars, ce qui nous a permis aussi d'y voir plus clair. Et donc, l'avancée des troupes, elle est très fine. Les percées, on les comprend en temps réel.
Donc c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de raconter. On se pose aussi des questions comme, c'est pas facile aussi de cartographier en temps réel alors que ça peut mettre dans l'embarras des civils. On sait qu'on a des open source, donc les open source qui sont alimentés sur le terrain, ça peut être déclaré par, ça peut être déclaré par des citoyens qui disent ici il faut pas utiliser cette route parce qu'au bout il y a l'armée russe. Donc c'est des informations que nous on peut récupérer et qui nous permettent de dire bon bah là l'armée russe elle se trouve ici et on peut recouper, merci. On peut recouper plusieurs sources. Ce qui a jamais été le cas pour moi en tout cas sur la Syrie, le Yémen où on est beaucoup plus à l'aveugle. Donc en fait c'est d'une richesse inouïe d'un point de vue cartographique et journalistique, et il arrive même, je crois que je t'ai entendu le raconter sur France Culture, que contrairement à tout ce qui s'est passé dans tes précédentes expériences de conflit, c'est le terrain qui inspire le service carto, et là c'est parfois le service carto qui renseigne le terrain, notamment pour le travail que vous avez fait sur Mariupol, je crois. Oui, voilà, typiquement sur Mariupol, c'est une des zones où il n'y avait pas de journalistes internationaux, très peu, je crois qu'il y avait 1 ou 2 équipes qui ont réussi et qui ne sont pas restées dans la totalité, sur la totalité, et donc il y avait un espèce de creux où on ne racontait pas Mariupol, or c'était à Mariupol que ça se passait. Et nous, on a eu cette possibilité d'avoir des images, des radars qui nous permettaient de pointer exactement le nombre de bâtiments endommagés. Et comme l'armée russe racontait qu'elle ne visait que des bâtiments stratégiques et qu'elle ne viserait jamais des civils, au moment de Mariupol, on raconte que non, en fait, 90% de Mariupol est endommagé, pas détruit, mais endommagé, c'est-à-dire qu'on a pu, avec ces images radars, analyser tous les bâtiments et dire que 90% avaient un impact. Et évidemment, c'était aussi dans les zones résidentielles. Et là où on voyait que c'était pas que c'était très bien ciblé, c'était que les parcs n'étaient pas ciblés. Donc on voyait cette image-là qu'on a pu donner à voir en tant que cartographe, c'était une image que sur le terrain on ne pouvait pas offrir. Yvan, puisque vous êtes aussi un spécialiste des infrastructures, je l'ai dit, vous avez beaucoup travaillé sur le port de Crimée, sur le pont de Crimée, ce fameux pont construit en 2018. Il se trouve qu'il y a une autre actualité autour des infrastructures cette semaine, ce sont les infrastructures gazières. On a beaucoup dit que cette guerre, c'était une guerre de territoire, qu'elle se jouait sur terre, mais elle se joue aussi dans les airs et aussi sous les mers, et on l'aura bien compris cette semaine avec la problématique des sabotages de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Est-ce que les Ukrainiens, ils sont prêts aussi pour cette bataille-là, dont on comprend bien qu'elle va se superposer aux autres, cette guerre du gaz? Il faut dire que le plus vaste réseau du gazoduc magistraux sont traversés le territoire de l'Ukraine. Et donc maintenant, l'unique possibilité de transférer le gaz par du Yamal jusqu'à l'Europe, c'est le système du gazoduc qui existe en Ukraine. Pendant cette guerre, la guerre était avant tout réseau centrique. On peut dire que les Russes, quand on a pris le territoire de Lugansk, le nord de la région de Lugansk, la première chose qu'il a fait, c'est mis le contrôle sur le site de production d'électricité et distribution du gaz. La même chose, la même politique on a fait dans les régions de Kherson. Et l'autre chose qu'il a fait toujours, on a cessé la distribution d'Internet, qui en Ukraine est libre, au contraire de la Russie, et changé les chaînes télévisives pour donner les visions latérales de position officielle russe. Et vous pourriez parler aussi de Zaporizhzhia, bien sûr, et de la centrale nucléaire. Oui, et la station avant, c'était la station de Tchernobyl, qui est dans cette situation si dangereuse, parce que les troupes russes en ont fait les tranchées dans les forêts contaminées. Donc, il y a maintenant les changements dans l'hérédité, distribution de l'hérédité, non seulement dans l'Ukraine, mais dans tout l'espace où il y a le vent à ce jour-là. Et il faut dire que la question de l'infrastructure pour l'armée russe est vitale parce qu'une de ses cibles principales, c'est prendre la prise du canal du Novakhovka, à côté de ceci où il y a cette barrage qui distribue le lait. Il a réouvert parce qu'avant la guerre, en période de 8 années
d'annexion à Crimée, presque disparu l'agriculture dans le secteur de cultivation du blé ou du riz, tous les viticoles qui étaient célèbres dans le pays presqu'île avant la guerre, et à cause qu'il n'y a pas le lait. Et maintenant, la même chose, il y a avec les problèmes qui veulent de continuer les guerres, en frappant ces infrastructures vitales, non seulement pour la Russie, mais tous les continents européens. On reviendra peut-être d'un point de vue cartographique avec toi, Delphine, sur cette problématique des cartographies, des infrastructures. Un mot peut-être d'abord avec Cédric sur cet ancien espace soviétique que vous connaissez très bien. Peut-être vous allez revenir sur vos différentes expériences pour diriger des alliances françaises, mais aussi peut-être sur ce pari à l'évidence manqué qu'a fait Vladimir Poutine, notamment en ce qui concerne l'Asie centrale. Il est très intéressant de regarder ce qui se passe notamment dans un pays comme le Kazakhstan, ou ce qui a pu se passer au moment du fameux sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, en Ouzbékistan, à Samarcande. On voit bien certains territoires d'Asie centrale qui veulent se saisir de cette guerre en Ukraine pour, au fond, entamer une émancipation de cette tutelle moscovite ou de cette tutelle du Kremlin. Qu'est-ce que ça peut engendrer justement dans la psyché poutinienne, cette perte d'influence sur cet espace-là, sur ces espaces-là? Oui, alors moi j'ai vécu 12 ans dans l'espace post-soviétique, 6 ans en Russie et 5 ans en Ukraine, dont 4 au Donbass. C'est pour moi malheureusement une vieille histoire parce que j'avais fondé l'Alliance française à Donetsk en 2010 et en 2014 on est parti avec le dernier train. Et puis on a laissé d'ailleurs l'Alliance française, elle a été, je crois, un peu pillée derrière, mais enfin bon, les livres n'intéressant plus grand monde, surtout dans un contexte de guerre, je ne pense pas qu'il y ait des grosses pertes, mais le malheur, c'était d'abandonner bien sûr toutes celles qui avaient, à travers l'Alliance française, engagé des projets d'études, d'échanges avec la France, il y avait des doctorats en cours, bref. Et donc, alors je connais aussi effectivement pas trop mal l'Asie centrale, d'ailleurs je travaille en ce moment pour la même chaîne que vous sur ces régions. Ça ne m'a pas échappé. Oui, bon, ils ont l'air... D'abord, c'est différentiel un peu la réaction selon les pays à la guerre. Il y a le Kazakhstan qui est très inquiet pour sa frange septentrionale, qui est encore... Alors, on exagère un peu, on dit oui, le nord du Kazakhstan est peuplé de Russes. Majoritairement, oui, c'est vrai un peu, mais d'abord, il y a eu le déplacement de la capitale de Alma-Ata à Astana qui a quand même bougé un peu le centre de gravité, et puis c'est une densité de population très très faible. Il y a une petite minorité russophone qui se redoutait au Kazakhstan, en effet, une possibilité de destiner comme... Les Russes du Kazakhstan ayant fait des démarches pour rentrer plutôt vers la Russie. C'est le cas d'ailleurs de tous les pays d'Asie centrale qui se sont complètement vidés de leur population russe, surtout alors, le Tadjikistan presque intégralement, le Turkménistan aussi, il en reste encore un peu à Tachkent en Ouzbékistan, mais c'est très centralisé sur Tachkent. Le Kyrgyzstan est encore très russophone et russophile. Et puis il y a le Kazakhstan qui a cette minorité. Mais par exemple, Tokayev, le nouveau président du Kazakhstan, s'est exprimé l'autre jour pour expliquer qu'il allait protéger les Russes qui fuyaient la mobilisation et qui s'étaient réfugiés au Kazakhstan. Et c'est pas la première fois qu'il prend position comme ça, de manière indirecte, contre la guerre. Et il y a même eu ce qui était très étonnant dans ce pays-là, quelques manifestations, quelques jours après l'agression russe de l'Ukraine, qui ont un peu surpris avec des drapeaux de l'Ukraine, et puis surtout des images de manifestations assez surprenantes dans ce genre de pays. Le plus surprenant, c'est Tokayev au Forum de Saint-Pétersbourg qui a carrément expliqué qu'il ne reconnaîtrait pas les annexions dans l'Est ukrainien. Ce sont des messages forts d'un pays qui certes était dans une situation de géographie politique un peu délicate avec la Russie, mais le même sentiment est globalement partagé à travers l'Asie centrale. Et alors évidemment, la guerre en Ukraine est un élément nouveau, mais depuis maintenant un certain nombre d'années, ces pays-là essayent d'échapper à la double tutelle de la Chine, qui est très agressive en Asie centrale, et de la Russie. Alors c'est vrai que parfois la Russie a pu apparaître comme un recours à l'agressivité, notamment de soft power ou commerciale de la Chine. Maintenant, il apparaît que ce recours n'est pas si intéressant que ça. Et moi, je trouve que ces pays-là sont en train de s'ouvrir de plus en plus à l'Occident.
Notamment d'un point de vue commercial. Commercial, mais même les facilités purement bureaucratiques. Enfin, même si on parle de tournage, parce que moi je dois partir en tournage, travailler sur l'eau là-bas, qui a toujours été une question assez sensible, on rencontre beaucoup moins d'obstacles, on a l'impression d'être assez bienvenu. C'est pas qu'on se faisait jeter dehors à l'époque, Kazakhstan, Ouzbékistan, et même là, on croise les doigts pour une autorisation de tournage au Turkménistan, qui est un pays extrêmement fermé, et qui a des relations privilégiées avec Moscou. D'ailleurs, immédiatement après, Medvedev était parti à Ashgabat juste après la guerre pour s'assurer, j'imagine, sur le marché du gaz d'une certaine solidarité. Mais l'Asie centrale est en train de bouger, c'est vrai. J'en reviens à notre problématique d'infrastructure et comme promis, Delphine, je ne sais pas si tu as eu le temps de retrouver des cartes que tu souhaitais nous montrer parce que... J'en ai montré au fur et à mesure. Ah, formidable, je ne vois pas tout ça. Elle est formidable. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette problématique d'une actualité qui se fait en temps réel. Je pense notamment à l'actualité cette semaine de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Alors nous, au-dessous des cartes, on a cette difficulté supplémentaire que nos cartes sont animées, que donc on doit aussi parfois montrer des flux. C'est vrai que ce que je racontais ce matin, on avait ce problème-là d'avoir du mal à obtenir l'information. Pour le coup, elle n'était pas en open source. On a eu après, par des sources en effet un peu plus confidentielles, de savoir si ces tuyaux étaient remplis de gaz ou ne l'étaient pas. Et ce qui, évidemment, pour nous, n'était pas la même représentation. Est-ce qu'on représentait un flux ou est-ce qu'on représentait un tuyau vide? Il y a tout ça aussi à prendre en considération dans la façon dont on cartographie ce conflit, parce que c'est un conflit polymorphe, on l'a dit, qui se joue sur le terrain militaire, mais qui se joue aussi toujours avec des formes de conflits plus hybrides. On a parlé de cyber tout à l'heure, on a parlé de guerre informationnelle, on parle aussi de guerre sur le front des énergies. C'est vertigineux, en fait, pour une cartographe ou pour une géographe. Oui, alors, on aurait pu prendre Nord Stream. Nous, on avait cartographié une autre source de gaz qui était l'autre source qui était celle de Total. Et on a fait la démonstration par les photosatellites et avec un travail avec un consortium de journalistes que le gaz qui sortait d'une des régions où se trouve Total et où Total avait des parts arrivait en fait à fournir les avions en kérosène qui étaient transformés, et ces avions avaient bombardé les lignes de front du Donbass, et c'est pour ça que Total est parti de Russie. Donc le rôle de la cartographie a un sens puisque ça nous a permis de faire cette démonstration qu'il y avait là pour le coup du gaz qui partait bien de l'usine Total et qui arrivait bien dans une zone où c'était déversé pour être transformé en kérosène, et que les avions qui partaient de la base où se trouvait le kérosène décollaient pour bombarder l'Ukraine. Donc oui, on a un rôle qui est en temps réel dans cette guerre. Peut-être nous dire en effet quelques mots comment il fonctionne ce service carto du Monde, parce que c'est une singularité d'une certaine manière. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres journaux, en tout cas en France, qui accordent une telle importance à la carte et qui s'en donnent les moyens. Vous êtes combien de géographes? Alors en ce moment on est 18. Il y a Victor qui est dans la salle, qui a... Victor Simonet, que je vous conseille de suivre sur Twitter, qui est un de nos jeunes talents de cartographie et qui est celui qui suit pas à pas, qui vous fait toutes les cartes d'avancée de troupes presque tous les matins. Il fait bien d'autres cartes, hein, mais celle-ci, elle est très précieuse. Donc on est 18, on n'est pas tous concentrés sur l'Ukraine. On a un service qui a à la fois cet avantage d'être composé de gens qui viennent de la géographie et de la géopolitique, qui sont un petit peu les chercheurs, c'est-à-dire qui passent leur temps à chercher de la donnée, à l'extraire, à l'organiser, à la penser. Et puis vous avez les cartographes qui savent la hiérarchiser, et on a la chance d'avoir aussi un tiers du service qui sont des infographistes ou des illustrateurs. Et en fait, moi, je considère que la cartographie, c'est à mi-chemin entre la statistique, donc il faut avoir un cerveau scientifique, et puis en même temps, c'est quelque chose qui nécessite une approche très artistique, parce que si elles ne sont pas belles, les cartes, vous ne les regardez pas. Donc il faut qu'à la fois qu'elles soient belles, qu'elles soient sensibles aussi, puisque...
Quand on cartographie la guerre, on cartographie pas, on fait un choix de couleurs, on n'essaie pas d'être dans quelque chose de sympathique. Donc tout ça fait appel à beaucoup de choses en nous. Et le service, il est composé de comme ça. Donc c'est intéressant parce que vous faites travailler ensemble des gens qui sont, entre guillemets, câblés très différemment. Entre ceux qui sont très mathématiciens et ceux qui ont une démarche artistique ou presque pour eux, à chaque fois qu'ils font une carte, c'est la dernière qu'ils feront. Il n'y en aura pas d'autres derrière et chaque point est leur chef-d'œuvre quotidien. En fait, c'est pluridisciplinaire, la cartographie. Ivan, je me demandais si vous continuiez de regarder la télévision russe, précisément parce que ça vous renseigne aussi sur l'évolution du narratif russe. Est-ce que la télévision russe a également beaucoup recours à la cartographie depuis février dernier? Et quel genre de cartes voit-on à la télévision russe? La télévision russe n'est pas assez riche de cartes. Et avant tout, c'est le problème de censure. Et puis, en Russie, il y a la grande tradition de cartes, mais avant tout, c'est les cartes du service spécial. Donc, l'état-major chaque jour présente ces nouvelles. Et si on suivait cette information, tu peux indiquer exactement dans la carte ou telle quelque chose qu'il a dit. Et là aussi, il y a beaucoup d'atlas avant la guerre qui présentent leur capacité de modeler et de présenter la guerre. Et puis, la Russie, maintenant, en a rouvert l'archive du Seconde Guerre mondiale avec les cartes opératives qu'ils utilisent pendant cette guerre. Et c'est maintenant le mine qui sert pour expliquer la guerre actuelle. Parce que si on prend les projets initiaux de guerre, on a répété la situation qui était 1943. Quand était la grande offensive russe, soviétique, qui libérait Kiev. Comme ça, on a créé une poche de l'autre côté du fleuve, stratégique qui doit faire la ligne de défense à l'époque. Et puis, la Russie actuelle a beaucoup d'activités dans le secteur de cartographie informatique avec la modélisation du processus. C'est avant la guerre, il y a une publication officielle où on a examiné, on a utilisé les cartes comme le modèle du développement du processus. Donc, il faut dire que s'il ne présente pas, ce n'est pas signifié qu'il n'a pas, mais que dans la Russie, il y a la folie du espionnage maintenant. Et il veut comme ça de conserver l'information pour les hautes strates sociales qui prennent les décisions. Est-ce que peut-être vous pouvez, alors à grands traits, mais revenir pour nous sur les grandes dates de l'évolution de la carte ukrainienne? Alors c'est vrai que nous, vu de France, on démarre souvent à 1917 comme date fondatrice d'une carte ukrainienne avec des contours nets et surtout d'une identité ukrainienne qui est saisie à ce moment-là. Mais pour vous, quelles sont les grandes étapes de l'histoire de la cartographie, enfin au fond du territoire ukrainien et de l'identité ukrainienne? Il faut dire que la première carte d'Ukraine, c'est la République populaire de l'Ukraine, c'est l'État qui a été créé après le claquement de l'Empire de la Russie. Il a la carte officielle et puis il a publié en France un livre spécial pour les conférences de paix de Paris avec leur représentation du territoire parce que c'est le gouvernement en exil. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, aussi en France, dans Sarcelles, était le centre de l'encyclopédie ukrainienne qui en a créé beaucoup de cartes, qui a toujours fait le modèle pour les cartes soviétiques. Parce que l'Union soviétique ne peut pas ignorer les cartes publiées en anglais, qui a réalisé ce cercle du migrant politique. À la chef des actions, c'était Vladimir Kubilovich, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale autre représentant des Ukrainiens après du gouvernement polonais, gouvernement nazi de Pologne. Et après, à part de guerre, il est devenu encyclopédiste et travaillait ici en France. Et en Ukraine, on a réalisé beaucoup de cartes. Il y a quand même l'Atlas national qui présente énorme quantité de divers sujets de l'Ukraine, mais tout ça, on a réalisé 20 années avant. L'Atlas national, c'est 2004 qu'on a paru. Maintenant, il y a partout les cartes qui sont faites pour les écoles. En Ukraine, à contraire de France, le manuel n'est pas inclus. Il y a beaucoup de cartes. Les cartes sont des atlas qu'il a vendus. Moi aussi, j'ai fait
les atlas pour les écoles pour diverses années, et comme le chef parce que j'ai assis à tort du menu à l'école hier. Et puis, en Ukraine, il y a sa tradition, sa école de cartographie. Ici, on peut voir les cartes de notre collègue. Oui, et la carte historique, pour l'Ukraine, c'est compliqué parce que tout dépend des sources qu'il vous prend. Voilà, si vous prenez les sources russes, vous présentez une image de l'Ukraine. Si vous prenez les sources polonaises, c'est les autres images. Et ici, par exemple, dans cette carte, on a intégré les territoires du Kuban qui jamais été en réalité dans les territoires. Je ne sais pas les sources des cartes. Delphine. Pardon, sur cette carte, justement, on montrait les différentes représentations sur une même carte, les différentes limites, la limite, la frontière accordée, la frontière revendiquée, la frontière, voilà. Donc, bon, c'est des cartes que je vous montre rapidement, hein, mais voilà. Mais c'est très précieux et de les avoir, surtout que c'est en total un pro, donc c'est franchement merci beaucoup. Il peut être pour vous intéressant qu'après de Première Guerre mondiale, après du peu de Brest-Litovsk, il y a la carte officielle signée de deux parties du pouvoir des bolcheviks de Moscou et de Kiev, du frontière entre l'État de l'Ukraine et les républiques socialistes de la Russie. C'est des documents officiels qui existent, qui dans le cadre des mesures topographiques, on a donné le lieu exact de la frontière entre deux États. Merci beaucoup pour ce regard évidemment passionnant sur cette actualité-là, avec ce recul à la fois historique et géographique. Cédric, puisque vous connaissez vous aussi de l'intérieur le Donbass et l'Ukraine, peut-être nous raconter comment vous avez éprouvé justement cette construction progressive ou cette consolidation d'une identité ukrainienne spécifique et cette volonté qui s'est fortifiée, on le sait de façon très importante à partir de 2014, cette volonté de s'émanciper totalement de la culture soviétique d'une certaine manière, alors même qu'Anna Koline-Lebedev explique très bien comment cette fierté d'une culture commune, elle a duré très longtemps, elle a duré sans doute jusqu'au début du XXIe siècle. Est-ce que vous en avez eu l'expérience justement de cette évolution identitaire? Et alors, moi, quand je suis arrivé au Donbass, je venais de passer 6 années en Russie. J'avais évidemment pu expérimenter en Russie cette nostalgie soviétique, et puis c'est pas seulement sentimental, c'est aussi parfois des choses très concrètes, des villes entières qui n'avaient qu'à peine été modernisées, etc., etc. Et donc je croyais naïvement, mais c'est assez intuitif, qu'en revenant vers l'Ouest, je m'éloignerais de ce sentiment-là. Et en arrivant au Donbass, j'ai quand même eu un choc. J'ai eu l'impression de plonger dans l'URSS. C'est-à-dire que le Donbass, c'était un bassin minier et métallurgique vital pour l'industrie soviétique. Nous, on ne connaît pas ce mot Donbass. Enfin, on l'a découvert là tous avec la guerre, mais c'est un terme alors de géographie politique, c'est le nom d'une région, mais c'est aussi un terme en fait qui puise ses racines carrément dans un discours géologique. Ça veut dire le bassin du Donbass. Et il faut savoir aussi d'ailleurs que géologiquement parlant, le Donbass s'étend aussi de l'autre côté de la frontière. Et d'ailleurs, il y a une ville côté russe qui s'appelle Donetsk aussi. Voilà. Elle est toute petite, elle est beaucoup moins grande que celle côté ukrainien. Donc j'ai découvert ce monde post-soviétique, mais encore avec un héritage et une inertie très lourde. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de descendre dans toutes ces mines encore en activité, l'anthracite, qui est ce charbon, la qualité de charbon la plus calorifique, qui était utilisée pour les hauts fourneaux. Alors c'est un peu compliqué, il y avait des mines privées, notamment rachetées et modernisées par un oligarque qui s'appelait Akhmetov, d'autres publics, dans un état, j'avais l'impression de vivre germinal en direct. Bon, alors c'était évidemment un grand bassin industriel en déshérence, des mines fermées, il y avait du chômage. Et moi, j'ai d'abord vu une chose très nette, c'est une grande différence entre le Donbass et Donetsk. Donetsk, une ville d'abord avec une jeunesse très pro-ukrainienne, une nouvelle génération, mais aussi qui avait eu la chance de faire des études, éduquer, de voyager, très important, d'aller à Kiev notamment, voire de poursuivre des études à Kiev, ce qui est très important. Une grande différence entre cette nouvelle génération de Donetsk, urbaine, et les petites villes. Alors, il y a une multitude de villes moyennes, on va dire, au Donbass, c'est une région très densément peuplée, c'était, beaucoup de population est partie aujourd'hui, dans lesquelles se perpétuait un univers assez prolétaire, communiste, avec une omniprésence encore de symboles de l'époque communiste.
Ça m'a beaucoup frappé. Et même des statues, des monuments à des personnages comme Dzerzhinsky, qu'on ne trouvait même plus en Russie. Bon, là, ils veulent les remettre, c'est encore autre chose. Mais c'est quand même... Enfin, Dzerzhinsky, c'était le fondateur de la Tchéka, qui est un personnage absolument honni, dont la statue d'ailleurs a été déboulonnée devant la Loubianka à la chute de l'URSS. Et ben, au Donbass, elles étaient encore là. Donc c'était très étonnant. Évidemment qu'il y avait... Alors c'est très générationnel, c'est vrai. C'est aussi très géographique dans le sens Donetsk versus les villes, enfin les corons en fait. Hein, les gens vivaient dans les usines, vivaient dans les corons. Il y avait cette identité-là. Et à partir de 2014, les identités ont évolué à une vitesse fulgurante. Et elles ont fait des allers-retours aussi. J'ai vu des gens commencer par être pro-russes, puis après pro-ukrainiens. C'est l'annexion de la Crimée qui accélère ce mouvement-là de l'histoire. Mais l'annexion de la Crimée, elle s'est passée tellement vite et sans trop de douleur pour les gens qui n'étaient pas en Crimée. C'est plutôt le Donbass. Il y a eu une guerre en 2014 au Donbass. On a oublié ça en fin 2014, l'été 2014 et février 2015, où à Debaltsevo, l'armée ukrainienne subit une défaite. C'est surtout ces événements-là qui, à mon avis, ont entraîné une dynamique très importante des identités, notamment chez les gens du Donbass, qui étaient directement concernés et qui ont dû faire des choix. Parce que être pour la Russie, pour Kiev ou pour personne, ça, on peut le faire depuis un fauteuil à Paris. Mais quand on est concerné, on a un choix concret à faire. Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois aller en Russie? Et si je reste, est-ce que je combats si je suis un homme? Parce que ces républiques autoproclamées, elles ont mobilisé les jeunes gens dans la rue, elles les ont envoyés au combat. Il y a eu d'ailleurs des pertes colossales, malheureusement, dans les rangs de ces gens qu'on a parfois mobilisés, réquisitionnés dans la rue. Donc il y a eu des choix concrets. Les gens ont dû en fait répondre à une question qu'ils ne s'étaient pas forcément posée jusque-là. Est-ce que je suis ukrainien? Est-ce que je suis plus russe? Est-ce que je suis... Il n'y avait pas 36 solutions en fait. Soit on était donbassien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, soit on était ukrainien. Et donc cette question, les gens n'avaient pas besoin d'y répondre forcément avant. L'Ukraine, oui, il y avait un paysage politico-identitaire assez complexe. À la Douma, à Kiev, souvent, il y avait des empoignades entre députés. Et évidemment, Lviv et Donetsk polarisaient, symbolisaient l'antagonisme politique. Mais c'est un antagonisme politique qu'on ne peut pas résumer d'ailleurs à un antagonisme identitaire. C'est aussi des questions d'économie. C'était des questions de clans presque mafieux. Je viens de parler d'Akhmetov, mais il soutenait Yanukovych. Donc ça dépassait largement un sentiment identitaire. C'était aussi un attachement pour tous les gens qui professionnellement travaillaient encore dans des mines ou des usines, un attachement très, très prosaïque à un quotidien. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon travail? Donc l'identité, c'était des choses évidemment très complexes qu'il a fallu décider très très rapidement. Et moi, si je prends par exemple les employés que j'avais à l'Alliance française, c'est un petit échantillon que je connais très bien. Et ben, sur une douzaine de personnes, j'en ai une qui est partie en Russie, j'en ai une qui est restée au Donbass, et tout le monde est parti en Ukraine. Voilà. Alors c'est Donetsk, encore une fois. C'est pas représentatif de toutes ces villes minières, etc., mais c'est quand même intéressant. Et en tout cas, j'ai vu Donetsk et toutes les jeunes générations estudiantines ou employées dans, on va dire, cadre moyen, etc., tout le monde est parti vers l'Ukraine. On parle un peu vite, oui. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on essayait d'expliquer. Vous êtes au fond d'accord avec à peu près cette évolution et surtout cet échantillon représentatif dont parle Cédric à l'instant. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez perçu aussi de cette évolution identitaire, mais pas que, de cette région du Donbass, de d'abord cette coupure, ce schisme entre Donetsk d'un côté et le reste du Donbass, et surtout le fait qu'il y a un schéma générationnel très important qui aurait épousé l'identité ukrainienne de façon très rapide à partir de 2014. Et en termes de proportion, aujourd'hui, ça donne quoi? Est-ce qu'on sait répondre à cette question? Il faut dire que les gens de Donetsk, pour les Français, c'est comme les départements du Nord, à l'époque du plan de crise de sidérurgie et industrie houlière. Et l'Ukraine, avant la guerre, avait la même situation. Donc, si on prend quelque chose pour bien compris pour les... Et quand même, il y a, comme le département du Nord, il y a beaucoup d'immigrants à cette époque-là, les Polonais, les Portugais, les Italiens qui travaillent dans cette mine et qui, après, quand on a fermé, on a créé une vraie crise dans la région. Et c'est après, seulement avec subvention du développement, qui permet, disons, de transformer, de créer une industrie post-industrielle là. Et c'était le même chemin que doit faire le Donbass si
veut de survivre. Parce que maintenant, le problème du Donbass principal, c'est qu'il n'y a pas plus de ressources houlières. Donc, la mine peut exister s'il y a l'or qui peut extraire. Il n'y a pas plus haut, et donc, même à l'époque soviétique, ce n'est pas le secret qu'on a prévu de fermer cette petite ville. Et l'unique zone où il y a maintenant les ressources, c'est le territoire du Donbass occidental qui est sous le gouvernement de l'Ukraine dans la région du Dnipropetrovsk, qui maintenant produit 85% de tout le charbon de l'Ukraine. Donc c'est les régions vitales pour l'Ukraine maintenant. Et c'est dans les régions, c'est Donbass économiquement, mais c'est dans les divisions administratives, c'est la région du Dnipropetrovsk, c'est l'autre région. Et puis, il faut dire que dans les régions du Donbass, on a donné à l'Ukraine beaucoup d'hommes qui modèlent de défense des Ukrainiens. Par exemple, le chef de l'église autoproclamée ukrainienne, Filaret, est né dans les régions du Donbass. Et beaucoup de poètes sociaux sont nés dans la région du Donbass. Solovianka, qui a fait le chanteur meilleur des chansons ukrainiennes, il y a, on peut dire, des dizaines de personnages qui ont fait la gloire de l'Ukraine, qui sont devenus nationalistes ardents, qui quand même sont nés dans cette région. Même le fondateur du nationalisme ukrainien, Dontsov, est né dans cette région-là. Il est d'origine russe, mais après, pendant la chute de l'Empire du Tsar, il est devenu nationaliste convaincu qui créait le nationalisme politique ukrainien. Tous ces gens sont... Parce que le Donbass, c'est comme le lieu où mêlait beaucoup d'espoir. Même les Chinois, avant la Première Guerre mondiale, beaucoup de Chinois sont contractés là. Et là, pendant la guerre civile, ils sont les bases des armées rouges dans la région, c'est les Chinois. Il voit aussi pourquoi les Chinois maintenant ont fait les films de ce sujet-là, parce que pour eux, c'est les héros rouges. Mais en réalité, on était allé là parce qu'il allait travailler à l'époque. Ce qui ramène au pragmatisme dont vous parliez à l'instant. Je vous remercie infiniment pour votre témoignage aujourd'hui. J'ai promis qu'on garderait un temps sérieux avec vous pour, bien sûr, je vais vous laisser réagir, pour que vous puissiez vous aussi poser vos questions à nos trois invités du jour. Cédric. Je conviens de parler de ce qui s'est passé, c'est-à-dire beaucoup de population est partie du Donbass. Et là, j'entends sur ces référendums qui se sont passés ces derniers jours et qui ont été avalisés aujourd'hui par Vladimir Poutine, j'entends beaucoup, oui, alors c'est une mascarade, ça ne respecte pas les critères démocratiques, etc., etc. Bien sûr, mais le biais le plus important, c'est que de toute façon, tous ceux qui auraient voté pour l'Ukraine sont partis. Et ils ne sont pas partis depuis le 24 février, ils sont partis depuis 2014. Donc de toute façon, il n'y a pas une base, comment dire, les électeurs ne sont plus là, quoi. Enfin, il n'en reste qu'une partie. Oui. Par ailleurs, une puissance occupante n'organise pas des référendums dans un État souverain, mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors, je crois qu'il n'y a pas de micro qui circule, mais vous avez tous des voix magnifiques. Donc, si vous voulez poser des questions à nos invités, vous allez parler haut et fort. Il y a un micro, en fait. Formidable. Il faut venir devant, voilà, pour poser vos questions. Vous pouvez commencer par lever la main si vous avez des questions. Voilà, on m'a dit qu'il y avait toujours plein de questions dans ces conférences, donc il fallait garder un peu de temps avec vous. Alors j'espère qu'on ne nous a pas trompés. Ah voilà, monsieur. Sinon, vous pouvez parler de votre place, je pense qu'on vous entendra très bien. Il y a plein d'enseignants. Voilà, les enseignants savent. J'ai une question ou une observation à M. Satchou. Dans une conférence qui vient d'avoir lieu quelques minutes, un Français témoin et voyageur et connaisseur de l'Ukraine a parlé de son étonnement et Ukrainiens pour la relation entre les combattants dans la première ligne et les gens qui conduisent par l'arrière. Il y a eu une adhésion des Ukrainiens, disait-il, à l'arrière avec les combattants qui est absolument étonnant et qui, pour lui, qui a couvert un certain nombre de guerres récentes, est remarquable. Vous avez la notion de Ukrainiens, comme vous avez quitté le territoire il y a pas longtemps, peut-être que vous donniez quelques précisions dans ce sens.
Oui, et depuis que la guerre éclatait dans les sociétés civiles ukrainiennes, on a créé beaucoup d'organisations bénévoles qui aident à telle ou telle division, parce qu'en Ukraine, les divisions sont formées à la base territoriale. Donc, ce n'est pas une division ou brigade qui fait le service militaire du genre de divers coins de l'Ukraine, mais en base, c'est mon modèle territorial qui utilise chez nous. Donc, tout le monde connaît les autres et les parents, les amis, on a créé le réseau bénévolé. Ce n'est pas officiellement comme organisation, mais c'est les amis qui, toujours, s'il y a quelques besoins de quelque chose, par exemple, en général, maintenant, on a acheté beaucoup de voitures usées pour utiliser à la ligne du front, parce que les armées, les structures logistiques n'ont pas assez vite prêtes de donner les voitures qui servent maximum 2 semaines à cause de guerre, qu'il y a le bataille, il faut transférer quelque chose. Et utiliser les voitures type du minibus ou du cargo, mais les gens, on a récolté d'argent, on a acheté, on a de l'Europe, du polonais ou du roman, on a porté là, on a donné comme ça. Il y a le lien très fort entre les brigades formées dans les bases territoires et les gens qui restent à regard du front. Donc ça s'appelle un sentiment patriotique très fort, très intense, en fait, qui lie la population à ces soldats, ce qui en effet sans doute est un élément distinctif, ce qui est en train, à l'évidence, de se passer en Russie, en tout cas pour une partie de la population. On va prendre une autre question. Bon, alors vous êtes tous tellement impatients d'aller recueillir les dédicaces de nos 3 auteurs. Ah, monsieur, au fond. Oui. Pourquoi les accords de Minsk n'ont pas été appliqués? Ça, c'est une question qui revient régulièrement et je sais qu'on peut y apporter des réponses extrêmement diverses. Est-ce que vous avez votre regard sur cette question-là? Pourquoi est-ce que les accords de Minsk n'ont pas été appliqués? Et peut-on dire qu'ils n'ont pas été appliqués? Et par qui? C'est très simple. Si les deux côtés ne veulent pas appliquer, c'est comme les mariages. Si le mari et femme, homme et femme ne veulent pas de vivre en couple, vous ne pouvez faire rien. La même chose était là. Les partis qui signaient ces accords ont un but vrai. C'est la guerre. C'est la destruction et disons, c'est la ligne on formait la situation, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la guerre déclarée, mais ce n'est pas le peu quand même. Parce que pendant toute cette année, il y a toujours l'Ukraine, on a formé la ligne de défense très forte à côté de la région de Donbass, du Donetsk, jusqu'à Yasinovataya. C'est le noyau principal ferroviaire du Donbass. On a créé, après du défaut de Baltsevo, on a changé sa politique là. Ici, la situation ni peu ni la guerre. Et donc, comme ça, et puis, dans cette condition qui en a décrit de Minsk 1 et Minsk 2, il y a les choses qui sont controversées. On peut dire que l'armée ukrainienne doit prendre tout le contrôle des frontières internationales de l'Ukraine. Et en même temps, on a dit qu'il faut faire les suffrages locaux pour former les députés du Parlement national. Et l'Ukraine, par rapport à la position de l'Ukraine, qu'avant les gardes de frontières prendre le contrôle, et puis on fait l'élection, le parti des séparatistes est toujours inversé. Il faut faire l'élection et puis prendre le contrôle. Donc, c'est toujours créer les désaccords parce que ce texte, on a écrit tellement comme ça que de côté, on a son version du sujet qu'on a écrit là. Et c'était insatisfaisant des deux côtés. Ce que disent aujourd'hui beaucoup les experts du droit international, c'est que de toute façon, il ne pourrait plus servir de base juridique aujourd'hui, tant l'identité ukrainienne a évolué aussi depuis les accords de Minsk et s'est consolidée jusqu'à justifier aujourd'hui le souhait de Zelensky de demander à recouvrir l'intégralité des frontières de l'Ukraine. On peut, excusez-moi, on peut prendre comme exemple, c'est comme les Tchécoslovaquie après la décision de Munich, quand les Sudètes ont été intégrés, dans la Tchécoslovaquie, il y a eu une explosion
du patriotisme des gens qui sont prêts à aller faire le service militaire, qui sont prêts de défendre sa patrie. Et c'est qu'après la guerre, à l'année 1945, après les fameux décrets du Béniche, qui formaient, disons, la nation contemporaine du Tchèque et Slovaque comme le symbole de leur résistance contre l'adversaire. C'est le sentiment d'appartenance nationale qui a considérablement évolué et extrêmement rapidement. On va prendre encore une ou deux questions. Messieurs. Deux ou trois peut-être scénarios en fonction peut-être de l'évolution de la position de l'OTAN maintenant et aussi en fonction peut-être de la durée du conflit à venir. Je crains que ce soit encore une question. Monsieur, on peut dire qu'il y a deux parties de ce conflit et il y a quand même le soutien de l'OTAN pour l'Ukraine, ce soutien ouvert. Donc, la Russie a déclaré officiellement qu'il veut démilitariser et dénazifier tout l'Ukraine. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dit qu'il faut faire quelque chose au contraire. Il a toujours déclaré la même chose. Donc, le but principal pour la Russie, arriver à la frontière de l'Ukraine. Il faut dire, comme j'ai déjà présenté à ma présentation, quelle frontière russe pense d'atterrir. C'est la frontière du quoi? Parce que cette année, nous avons le 100e anniversaire de la fondation de l'Union soviétique. Mais c'est l'année si on prend les frontières de 21, c'est l'autre frontière que nous avons maintenant. Et il y a la position ukrainienne qui est très claire, qu'hier on a confirmé par le président de l'Ukraine et les chefs du gouvernement, que l'Ukraine n'a pas fait les accords pour changer ses frontières internationales. Donc, l'Ukraine veut arriver à la frontière qui était avant de guerre et annexion. Les Russes veulent atterrir les quelques frontières à l'est, à l'ouest, qui n'est pas encore déclarée ouvertement. Nous ne savons pas quelle frontière ils désirent d'atteindre. La frontière de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique qu'on a créée, de l'Empire russe, quelle frontière de l'Empire russe, parce que c'est la frontière qui bouge à l'époque-là. Et donc, le Poutine qui a la folie de l'histoire, vous avez toujours déclaré des guerres du Nord ou des guerres de Catherine II. Toute cette guerre, si on a cartographié, on peut y voir les diverses frontières. Non, on a quand même quelques éléments de réponse, je trouve, avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils viennent d'annexer, purement et simplement, 4 régions qu'ils ne contrôlent pas. La région de Kherson est sous pression de l'armée ukrainienne, celle de Zaporozhye n'est pas complètement contrôlée. Il n'y a que celle de Lugansk, et encore il y a un petit confetti si on en croit la cartographie du monde. Elle est extrêmement fiable. Donc là, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer dans 3 ans, mais dans les mois qui viennent, le défi pour la Russie, c'est en fait que ce contrôle corresponde à ce qu'ils ont, que sur le papier et sur le terrain les choses correspondent. C'est un défi énorme pour la Russie, étant donné la dynamique militaire qui, pour l'instant, parce que j'ai vu aujourd'hui que, je le répète encore, mais que Liman, qui est un point clé au niveau du Donbass, est sous pression ukrainienne très forte. Donc, dans les mois qui viennent, les Russes, de toute façon, ne pourront pas se permettre de viser plus loin que ces 4 régions qu'ils viennent, de manière d'ailleurs un petit peu ambitieuse, à mon avis, d'annexer. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient les moyens militairement de tenir ces régions. En fait, c'est un pari. Moi, je trouve que Poutine est sur un siège éjectable maintenant parce que c'est une promesse là, qu'il a fait à sa population. Alors voilà, maintenant, ça, c'est le territoire de la Russie, mais sur le terrain, c'est pas vrai. Si demain, l'armée ukrainienne arrive à enfoncer encore un peu les lignes au niveau du Donbass ou dans le sud, finalement, il aura avalisé des annexions qui n'auront jamais vraiment existé sur le terrain. On est sur un point clé du conflit, et encore une fois, ça va se passer au Donbass. On va donc tous se concentrer sur le Donbass. D'un point de vue cartographique, ça sera passionnant à suivre encore, et nous n'avons pas fini de cartographier cette région-là d'Ukraine. Juste sans m'avancer plus, parce que moi je ne sais pas lire dans les boules de cristal cartographiques, ce qu'on essaie de regarder en carto en ce moment, ça peut vous donner une idée des prochaines semaines et des prochains mois, c'est comment va se dérouler cette guerre en hiver.
C'est-à-dire, on est à l'entrée de l'hiver et on voit bien que les sites que les Russes visent aujourd'hui sont des sites stratégiques qui sont très basés sur l'électricité. Par exemple, on est en train de regarder, tout à l'heure, voilà, on est en train de regarder les infrastructures électriques, voir les réseaux électriques, voir ce qui serait compatible. C'est-à-dire que si à un moment donné le réseau est coupé par les Russes, comment les Ukrainiens peuvent le contourner. On s'aperçoit que le voltage n'est pas le même selon les régions où vous êtes. Donc c'est des choses où on a compris que de viser des ponts, de viser des infrastructures qui sont près des fleuves ou de viser des infrastructures qui sont près de l'électricité, c'est une forme c'est une façon de couper la population à l'entrée de l'hiver. Voilà, donc ça c'est... Le général hiver, comme disent les militaires. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois infiniment. 3 auteurs dont vous allez pouvoir retrouver les ouvrages à la sortie. Je crois que vous allez les dédicacer. Enfin, en tout cas, celui du dessous des cartes aussi. Hein. Oui, mais moi, malheureusement, je dois rentrer à Paris. J'en suis absolument désolée. Mais oui, néanmoins, il y a Franck Tétard, le co-auteur bien aimé de cet atlas qui est à votre disposition. Mais je ne suis pas certaine que... S'il y a un autre atlas, on me fait signe, qui est à la sortie. Et puis, vous retrouvez l'atlas sous la direction de Delphine Papin, Le Monde, Atlas géopolitique de la Russie, qui sort tout juste aux arènes. Merci infiniment. J'étais ravie de venir vous rencontrer aujourd'hui. À bientôt.